Dans la nuit du 24 avril 2007, le ciel au-dessus de la frontière entre le Mexique et les États-Unis s'est transformé en un monstre de vent et de fureur. Ce qui avait commencé comme une tempête isolée au Mexique s'est transformé, en quelques minutes, en une tornade d'une force implacable. Son rugissement a traversé le Rio Grande, laissant dans son sillage un spectacle de destruction qui a marqué à jamais deux communautés unies par la tragédie, Piedras Negras et Eagle Pass. Des maisons ont été arrachées de leurs fondations, des familles ont été piégées sous les décombres, et le monde a découvert, une fois de plus, que la nature ne connaît pas de frontières. Cette nuit-là, le vent a écrit une histoire de douleur, mais aussi de résilience, dont les traces persistent encore dans la mémoire des survivants. La naissance de la tempête, le 24 avril 2007 Newton, n'avait pas commencé comme une journée exceptionnelle dans la région frontalière américano-mexicaine. Pour la plupart des habitants, c'était une journée chaude, humide et apparemment banale, comme tant d'autres au printemps. Mais dans la haute atmosphère, des éléments invisibles s'alignaient et, une fois assemblés, allaient donner naissance à l'une des tempêtes les plus mémorables de cette décennie. La frontière nord du Mexique et le sud du Texas constituent un terrain particulièrement vulnérable aux assauts de la nature. À première vue, c'est une région dominée par des plaines ouvertes, entrecoupées de rivières et de petites implantations humaines. Mais pour les météorologues, c'est un terrain propice au développement de phénomènes violents. L'air chaud et humide du golfe du Mexique s'élève librement au-dessus de ces plaines. Parallèlement, des masses d'air froid descendent des montagnes rocheuses et du plateau mexicain. À l'interface entre les deux systèmes, des contrastes de température et de pression se produisent, capables parfois de créer des phénomènes atmosphériques véritablement monstrueux. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Dans l'après-midi, les radars météorologiques ont détecté l'émergence d'une supercellule au Mexique. Une supercellule n'est pas une tempête ordinaire. C'est l'élite des systèmes convectifs, capable de produire de la grêle de la taille d'une balle de baseball, des pluies torrentielles et, dans des conditions extrêmes, des tornades dévastatrices. Sa principale caractéristique est la présence d'un mésocyclone, une rotation organisée au sein du nuage, alimentée par des courants ascendants et descendants qui interagissent de manière complexe. L'atmosphère combinait les trois ingrédients classiques de l'instabilité atmosphérique. Une humidité abondante, une chaleur intense et une forte variation des vents en altitude. Sur les cartes de pression, les météorologues pouvaient observer comment les basses couches aspiraient l'air chaud du golfe, tandis qu'en altitude, les vents froids et secs d'ouest prédominaient. La différence de direction et de vitesse entre ces courants a créé ce que l'on appelle le cisaillement du vent. Ce cisaillement provoque un courant ascendant, au lieu de se dissiper, qui se met en rotation et maintient la tempête en activité pendant des heures. En début d'après-midi, la supercellule avait déjà une enclume parfaitement définie, s'étendant à l'horizon tel un présage menaçant. Des éclairs illuminaient le ciel en plein jour, et des formations irrégulières suggérant une rotation étaient visibles à la base du nuage. C'était le prélude à quelque chose de plus grand. Pendant ce temps, dans les communautés frontalières, personne n'imaginait ce qui allait se passer. À Piedras Negras, la vie suivait son cours normal. Les enfants jouaient dans les rues. Les commerces étaient ouverts comme d'habitude. Et même si certains habitants remarquaient la lourdeur de l'air et l'obscurité croissante du ciel, personne n'imaginait que cette tempête deviendrait un phénomène historique. Au Texas, de l'autre côté du Rio Grande, les autorités météorologiques du Service météorologique national surveillaient déjà de près le système. Les modèles indiquaient des conditions propices aux tornades, mais comme c'est souvent le cas dans la région, il était difficile de déterminer précisément où et quand la première se formerait. L'expérience avait montré que la frontière, bien que sujette à de violentes tempêtes, était rarement le théâtre de tornades majeures. Cette impression de sécurité relative joua un rôle décisif dans l'effet de surprise qui suivit. Au fil de l'après-midi, le mésocyclone supercellulaire s'intensifiait. Le radar Doppler commença à enregistrer une rotation plus organisée. Des courants d'air chaud s'élevèrent violemment, atteignant des hauteurs de plus de 10 km, tandis que la rotation devenait de plus en plus définie. Tout indiquait que la tempête pouvait engendrer une tornade à tout moment. La formation d'une tornade est aussi fascinante que terrifiante. Dans les basses couches,
L'air chaud et humide s'élève rapidement, tandis qu'à plus haute altitude, un courant d'air froid le pousse latéralement. Cette collision génère un cylindre invisible de rotation horizontale, tel un rouleau d'air tournant parallèlement au sol. Lorsque le courant ascendant parvient à incliner ce cylindre et à le rendre vertical, la tempête se met à tourner. C'est à ce moment-là que le mésocyclone peut donner naissance à un entonnoir descendant. À Piedras Negras, vers la fin de l'après-midi, les premiers signes du désastre sont apparus. Un nuage bas, sombre et en rotation, est descendu lentement de la base de la tempête. Certains témoins ont raconté plus tard comment le ciel avait pris une teinte verdâtre, une étrange couleur qui précède souvent les tempêtes les plus violentes. En quelques minutes, l'entonnoir a touché le sol. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une menace s'est transformé en véritable tornade, tourbillonnant avec une force qui serait bientôt classée EF3 sur l'échelle de Fujita renforcée. Cela signifie des vents de plus de 250 km/h, capables d'arracher des toits, de renverser des murs et de projeter des véhicules comme des jouets. C'est ainsi qu'est née la tornade qui allait changer à jamais la mémoire de deux villes jumelles. Le phénomène gagna rapidement en intensité, alimenté par l'énergie thermique accumulée durant la journée. La supercellule, telle une bête affamée, absorba la chaleur et l'humidité du sol, entretenant ainsi sa rotation et permettant à l'entonnoir de se dilater. La foudre frappa avec une fréquence inhabituelle, illuminant le cône de la tornade par de brefs éclairs spectraux. Les météorologues du Texas observaient les images radar avec stupéfaction. La rotation était intense, avec un écho en forme de crochet qui expliquait clairement ce qui se passait. Ils savaient qu'après avoir frappé Piedras Negras, la tornade continuerait vers le nord, traversant le fleuve et mettant en danger les communautés du côté américain. Mais à ce moment-là, le centre de la tragédie se trouvait au Mexique. Et Villa de Fuente, un quartier densément peuplé de Piedras Negras, se trouvait juste sur la trajectoire de la bête. La naissance de la tempête n'était pas seulement un phénomène météorologique, c'était le point de départ d'une chaîne d'événements qui allait unir deux nations sous un même deuil. La fureur à Piedras Negras, la tornade, était née. Un entonnoir sombre, dense et tourbillonnant descendit du pied de la tempête avec la précision d'une guillotine naturelle. En quelques secondes, la paisible routine de Piedras Negras se transforma en cauchemar. La ville de Fuente, un quartier aux rues étroites et aux maisons modestes, se trouvait pile sur la trajectoire de la bête. Ce qui semblait impossible se matérialisa dans un rugissement assourdissant. Un cône de vent, de terre et de débris, avançant avec une fureur implacable. Le bruit fut la première chose dont beaucoup se souvinrent. Les survivants le décrivirent comme le rugissement d'un millier de trains passant simultanément. Un grondement profond et continu qui faisait vibrer le sol sous leurs pieds. Le ciel, teinté de vert et de gris, semblait s'abattre sur la ville. Certains habitants coururent se réfugier chez eux, d'autres cherchèrent des sous-sols ou des pièces intérieures, mais beaucoup n'eurent pas le temps. La tornade était là, se déplaçant rapidement, arrachant tout sur son passage. Les maisons de Villa de Fuente, principalement construites en blocs de béton ou en briques, étaient mal équipées pour résister à des vents de plus de 250 km/h. Les toits se sont arrachés comme des feuilles mortes, les murs se sont effondrés, et ce qui avait été une maison, un espace rempli de vie et de souvenirs, s'est transformé en une montagne de décombres. Sur l'avenue principale, un autobus scolaire fut soulevé du sol et projeté contre une clôture. Dans les rues, les voitures tournoyaient dans les airs comme des jouets entre les mains d'un géant invisible. La force du vent était si brutale qu'elle déracina des arbres et tordit des poteaux métalliques comme des barres d'armature. Les scènes de ce moment sont gravées dans la mémoire collective. Des années plus tard, Maria de Los Angeles, une habitante du quartier, a raconté à un média local comment, après avoir entendu un bruit étrange, elle est sortie dans son jardin et a vu un nuage noir tourbillonnant approcher rapidement. Elle a à peine eu le temps de rassembler ses enfants et de s'abriter dans un couloir intérieur que le toit s'est effondré. Elle a survécu, mais en sortant, elle a découvert que toute sa rue avait disparu. Les hôpitaux de Piedras Negras ont commencé à se remplir en quelques minutes. Des personnes souffrant de fractures, de coupures profondes, d'échymoses et de blessures causées par des objets lancés comme des projectiles sont arrivées en masse. Le système de santé local, mal préparé à une catastrophe d'une telle ampleur, a été rapidement débordé.
Les médecins ont travaillé sans relâche, soignant les personnes en mesure de le faire et en orientant les autres vers les villes voisines. Le bilan humain fut tragique. 3 personnes sont mortes cet après-midi-là à Piedras Negras et des dizaines ont été blessées. 3 vies peuvent paraître peu comparées à l'ampleur des dégâts matériels, mais chacune représentait une famille brisée, une perte impossible à combler. Les chiffres officiels ont ensuite reflété l'ampleur de la catastrophe. Plus de 600 maisons ont été gravement endommagées et plus de 200 complètement détruites. En quelques minutes, des centaines de familles se sont retrouvées sans abri. Le vent a non seulement emporté murs et toits, mais aussi biens, souvenirs et projets de vie. Les autorités locales ont dû faire face à un défi colossal. Au milieu du chaos, les communications étaient précaires. La tempête avait endommagé les lignes électriques et privé des quartiers entiers d'électricité. L'approvisionnement en eau potable a été interrompu dans plusieurs quartiers. Les secouristes, soutenus par des bénévoles et des riverains, ont commencé à ratisser les rues à la recherche de survivants. Au milieu des décombres, l'espoir et le désespoir se mêlaient. Chaque appel à l'aide était suivi par les efforts héroïques de ceux qui retiraient pierres et planches pour tenter de secourir les personnes prises au piège. L'un des cas les plus mémorables est celui d'une mère qui, protégée sous un matelas, a réussi à sauver ses 2 jeunes enfants. À l'arrivée des secours, ils les ont trouvés sains et saufs, bien qu'entourés des débris de leur maison effondrée. De telles scènes sont devenues des symboles de résilience au cœur de la tragédie. L'impact psychologique fut également profond. Pour de nombreux habitants de Piedras Negras, cette tornade était la première qu'ils voyaient. Le Mexique, contrairement aux États-Unis, n'a pas un historique aussi long de tornades dévastatrices, et la préparation des populations était limitée. Les systèmes d'alerte étaient inefficaces, et la population ne disposait d'aucune procédure claire sur la conduite à tenir en cas d'urgence. Il en résulta un état de choc, de peur et de confusion généralisée. La villa de Fuente était méconnaissable. Des images aériennes montraient un sillage de destruction qui tranchait le quartier comme une cicatrice. C'était le sillage caractéristique d'une forte tornade, une bande de terre où tout avait été rasé, entourée de zones où les dégâts étaient peu visibles. Cette destruction sélective, une maison réduite en ruine à côté d'une autre n'ayant perdu que quelques tuiles, en a déconcerté plus d'un, mais elle fait partie intégrante de la nature chaotique de ces phénomènes. Dans les heures qui suivirent, les autorités étatiques et fédérales se rendirent sur place. L'état d'urgence fut déclaré. Des abris temporaires furent installés et les opérations de nettoyage commencèrent. Cependant, le chagrin de ceux qui avaient tout perdu ne put être apaisé rapidement. Piedras Negras pleura ses morts, prit soin de ses blessés et fit face à la réalité. Sa communauté avait changé à jamais. Ce que peu de gens savaient à l'époque, c'est que la tragédie n'était pas terminée. La tornade, alimentée par l'énergie de la supercellule, ne s'est pas dissipée après avoir dévasté Piedras Negras. Elle a poursuivi son inexorable progression vers le nord, et sur son passage se trouvait une autre ville qui allait subir sa fureur encore plus brutalement. Eagle Pass, au Texas. Mais avant même de traverser le Rio Grande, la leçon était déjà écrite sur le sol mexicain. Piedras Negras avait révélé la fragilité humaine face à la puissance de la nature et avait laissé un témoignage indélébile de douleur et de survie. La traversée du Rio Grande et la dévastation du col Eagle La Tornade ne connaissaient aucune frontière. Après avoir dévasté la villa de Fuente à Piedras Negras, la supercellule qui l'avait alimentée restait active, puissante, tournoyant au-dessus de nos têtes tel un gigantesque engrenage de nuages et d'éclairs. Le Rio Grande, frontière entre le Mexique et les États-Unis, ne constituait pas un obstacle à cette colonne de vent et de fureur. Tel un ouragan maudit, l'entonnoir traversa le lit du fleuve en quelques minutes, se dirigeant vers une nouvelle cible, Eagle Pass, au Texas. À la tombée de la nuit, la communauté texane commença à ressentir les premiers signes du désastre. Le ciel prit un gris profond, des éclairs verts et violets illuminant les nuages. De nombreux habitants, habitués aux orages de la région, observèrent la scène avec inquiétude, mais sans crainte. La plupart ignoraient qu'une tornade de forte intensité approchait à grande vitesse. Le service météorologique national avait émis des alertes, mais tous les foyers n'avaient pas de radio ou de télévision allumées pour les recevoir. En quelques minutes, les sirènes ont commencé à hurler dans certaines zones.
mais l'entonnoir était déjà visible depuis les abords de la ville. La première zone touchée fut Rosita Valley, un quartier densément peuplé de maisons préfabriquées et d'écoles. Les tornades puissantes sont souvent impitoyables, avec des constructions aussi légères, et celle-ci ne fit pas exception. En quelques secondes, des murs entiers furent emportés comme des feuilles de papier, et des toits entiers furent arrachés de leurs fondations. Ce qui était autrefois un quartier familial animé devint un champ de débris. L'une des scènes les plus dramatiques s'est produite dans une école voisine. Bien que le bâtiment fût vide à ce moment-là, la structure a subi de graves dommages. Le toit a été partiellement arraché et plusieurs salles de classe ont été détruites. Pour les parents, le spectacle de ce qui aurait pu être une tragédie encore plus grave est resté gravé dans leur mémoire. Si la tornade avait frappé quelques heures plus tôt, la catastrophe aurait coûté la vie à des dizaines d'enfants. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. À Eagle Pass, 7 personnes sont mortes cet après-midi-là, victimes directes de la tornade. Certaines ont péri dans leurs maisons préfabriquées. D'autres ont été piégées sous des murs effondrés. Parmi elles, une famille entière n'a pas réussi à s'échapper à temps. Pour la communauté, le coup a été dévastateur. 7 chaises vides lors des dîners familiaux. 7 étages rasés par la force indomptable du vent. Les hôpitaux de la ville ont accueilli une avalanche de blessés. Des personnes souffrant de fractures, de traumatismes et de coupures causées par des débris ont rempli les urgences. Le personnel médical a travaillé sans relâche, tandis que bénévoles et voisins donnaient du sang, apportaient de l'eau et apportaient tout le soutien possible. C'était un effort collectif face à une tragédie commune. La puissance de la tornade était évidente dans l'ampleur des dégâts. Des voitures ont été projetées à des dizaines de mètres. Des poteaux en béton ont été brisés comme des branches sèches et des arbres centenaires se sont effondrés comme du carton. Vu du ciel, la cicatrice était nette. Une bande de destruction traversait le sud du col d'Eagle, délimitant les zones dévastées avec une précision chirurgicale. Les météorologues, qui ont ensuite analysé le phénomène, ont conclu que la tornade avait conservé une catégorie EF3 sur l'échelle de Fujita renforcée lors de son passage à la frontière. Cela signifiait que les vents pouvaient dépasser 250 km/h. À cette vitesse, un objet aussi banal qu'une planche de bois devient un projectile mortel, capable de traverser les murs et de mettre en danger la vie de toute personne non abritée. Les survivants ont décrit des scènes apocalyptiques. Un témoin, interrogé par la presse locale, a raconté avoir vu l'entonnoir approcher alors qu'il tentait de protéger sa famille. C'était un monstre noir qui tournoyait et tout ce qu'il touchait était arraché du sol. On sentait la terre trembler sous nos pieds. Un autre voisin se souvient avoir émergé des décombres de sa maison et trouvé un silence de mort, interrompu seulement par des appels à l'aide et le craquement des structures effondrées. La catastrophe a immédiatement mobilisé les équipes de secours du Texas. La garde nationale a été déployée dans les heures qui ont suivi, et le gouverneur de l'État a déclaré l'état d'urgence dans la région. Des équipes spécialisées sont arrivées sur place pour évaluer les dégâts et participer aux opérations de secours. Des hélicoptères ont survolé les zones sinistrées à la recherche de personnes bloquées, et des chiens dressés ont ratissé les décombres pour localiser les survivants. La solidarité communautaire fut un autre facteur clé. Les voisins qui n'avaient presque rien perdu se rallièrent pour aider ceux qui avaient tout perdu. Des abris de fortune furent installés dans des églises et des gymnases, où des centaines de familles trouvèrent refuge. Des dons de vêtements, de nourriture et d'eau arrivèrent des villes voisines. Eagle Pass, frappé par la tragédie, montra également le visage éclatant de l'empathie humaine. Cependant, la douleur était impossible à dissimuler. Les funérailles des victimes se transformèrent en rassemblements communautaires emplis de larmes et de silence. Chaque nom lu était une plaie ouverte au cœur de la ville. Et si les dégâts matériels étaient quantifiables, les pertes humaines étaient incalculables. Une analyse ultérieure a révélé que le système d'alerte avait partiellement fonctionné, mais que le manque de préparation des communautés avait joué un rôle crucial dans l'ampleur de la catastrophe. De nombreuses familles manquaient d'abris sûrs, et les constructions légères se sont révélées être des pièges mortels. La tragédie d'Eagle Pass a mis en évidence la vulnérabilité de communautés entières face à des événements de cette ampleur et la nécessité de renforcer les mesures de prévention des deux côtés de la frontière. La traversée du Rio Grande avait représenté plus qu'un simple déplacement physique de la tornade.
Elle avait brutalement rappelé que les catastrophes naturelles ignorent les cartes politiques et les frontières humaines. Le Mexique et les États-Unis, deux nations séparées par des lois et des frontières, ont partagé le même malheur cette nuit-là, sous le même ciel. Lorsque la tempête s'est enfin dissipée, elle a laissé derrière elle un paysage digne d'un film catastrophe. Des quartiers entiers détruits, des familles déplacées, des vies brisées. Mais elle a aussi laissé une question récurrente dans tous les esprits. Était-il vraiment prêt à affronter la fureur de la nature? La réponse, du moins cette nuit-là, était douloureusement claire. Traces de destruction et leçons oubliées. Lorsque le ciel s'apaisa enfin, et que le rugissement de la tornade s'éteignit, il ne resta qu'un silence pesant, un vide étrange qui semblait impossible à combler. Ce silence n'était pas la paix, c'était le souffle retenu d'une ville prenant conscience de l'ampleur de la tragédie. À Piedras Negras comme à Eagle Pass, l'aube du lendemain révéla une réalité digne d'un cauchemar. Vue du ciel, la cicatrice était visible. Une bande de destruction sillonnait des quartiers entiers, laissant derrière elle un patchwork de maisons arrachées de leurs fondations, d'arbres abattus et de rues méconnaissables. À Piedras Negras, le village de Fuente était désormais un labyrinthe de ruines, où chaque famille marchait, incrédule, au milieu des vestiges de son ancienne vie. Des scènes similaires se produisirent à Eagle Pass, dans la vallée de Rosita et dans les environs. Des blocs entiers de maisons préfabriquées réduits en miettes. Les chiffres officiels ont donné une dimension concrète de la catastrophe. À Piedras Negras, plus de 600 maisons ont été gravement endommagées et plus de 200 ont été réduites en cendres. À Eagle Pass, le bilan était tout aussi alarmant. Des centaines de maisons détruites, des commerces effondrés, des écoles inutilisables. Mais ces statistiques froides ne reflétaient pas la véritable gravité de la tragédie. Chaque chiffre représentait une famille. Chaque maison détruite était un espace chargé de souvenirs effacés par la force du vent. Des histoires personnelles ont commencé à émerger des décombres. Un habitant d'Eagle Pass a raconté comment, après avoir entendu la sirène, il a à peine eu le temps de couvrir ses enfants sous un matelas que le toit s'est effondré au-dessus d'eux. J'ai senti le vent arracher ma fille de mes bras, et tout ce que je pouvais faire, c'était la serrer plus fort, a-t-il déclaré à un journal local. Tous trois ont survécu. Mais l'image de la tornade déchirant sa rue le hantera pendant des années. À Piedras Negras, une femme a raconté comment elle avait été sauvée des décombres de sa maison par des voisins qui avaient creusé à main nue. J'entendais les cris, mais je ne pouvais pas bouger. La poussière m'empêchait de respirer. J'ai cru que j'allais mourir là, a-t-elle raconté plus tard lors d'une interview télévisée. Elle a perdu sa mère dans le même accident. Ces témoignages, multipliés par dizaines, ont construit une mosaïque humaine révélant non seulement la violence du phénomène, mais aussi la vulnérabilité des communautés. De nombreux habitants ont avoué ne pas savoir quoi faire. Sans abri souterrain ni plan d'urgence clair, la plupart ont simplement improvisé, se cachant dans les couloirs, se couvrant de matelas, cherchant des recoins cachés. Certains ont survécu grâce à ces décisions rapides. D'autres n'ont pas eu cette chance. Des scènes de solidarité sont également entrées dans la mémoire collective. Des volontaires, n'ayant rien perdu, ont parcouru les rues avec des lanternes et des outils, à la recherche de survivants. Des églises ont ouvert leurs portes pour servir d'abri de fortune. Des familles entières ont fait don de vêtements, de nourriture et d'eau. À Eagle Pass, un gymnase a accueilli plus de 100 personnes pendant des semaines. À Piedras Negras, des voisins ont partagé le peu qu'il leur restait pour soutenir ceux qui avaient tout perdu. La presse des deux côtés de la frontière s'est fait l'écho de la catastrophe. Les gros titres parlaient d'une tragédie commune, d'une tornade qui ne connaissait pas de frontières. Les journaux locaux publiaient des images poignantes de familles fouillant dans les décombres de leurs maisons, tandis que les chaînes de télévision nationales utilisaient des hélicoptères pour montrer l'étendue des dégâts. Le monde découvrit avec stupeur que des tornades d'une telle ampleur pouvaient frapper même des régions où la population ne s'y attendait pas. L'analyse technique qui a suivi a révélé de graves lacunes dans les systèmes d'alerte et la préparation urbaine. Bien que le service météorologique des États-Unis ait émis des alertes à temps, de nombreuses familles n'avaient pas les moyens de les recevoir. Au Mexique, les systèmes d'alerte précoce étaient pratiquement inexistants à l'époque. Le manque d'abris adéquats,
La fragilité des maisons préfabriquées et une faible culture de prévention ont contribué à transformer l'événement en une tragédie d'une ampleur encore plus grande. Les ingénieurs civils qui ont inspecté la zone ont convenu que de nombreux bâtiments ne répondaient pas aux normes de résistance aux fortes tempêtes. Dans la vallée de Rosita, des maisons préfabriquées ont été emportées presque sans résistance. À Piedras Negras, des maisons en parpaing se sont effondrées faute de renforts structurels suffisants. La catastrophe n'était pas seulement une conséquence du vent. Elle reflétait aussi des décennies de vulnérabilité humaine accumulées. Malgré cela, la reconstruction a commencé presque immédiatement. Les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux ont déployé des ressources, et les organisations civiles ont fourni un soutien logistique. Mais le processus a été lent et pénible. Pour de nombreuses familles, reconstruire une maison signifiait repartir de zéro, avec le poids émotionnel de ce qui avait été perdu encore présent dans leur mémoire. Au-delà des murs, la tornade de 2007 a laissé des traces invisibles. Les psychologues qui ont suivi les survivants ont signalé des niveaux élevés de stress post-traumatique, en particulier chez les enfants. Nombre d'entre eux ont fait des cauchemars récurrents de ciel sombre, de bruits de vent ou de fortes pluies. D'autres, en entendant des sirènes ou le tonnerre, ont revécu la peur paralysante de cet après-midi-là. Au fil des mois, la vie à Piedras Negras et Eagle Pass a repris son rythme, mais avec des cicatrices indélébiles. Les familles ont appris, à leurs dépens, que la prévention n'était pas un luxe, mais une nécessité. Certaines ont commencé à construire des abris de fortune dans leur jardin. D'autres ont acquis des radios météo. Les écoles ont mis en place des exercices d'urgence. Le souvenir de ce qui s'était passé avait suscité une nouvelle prise de conscience. Cependant, avec le temps, comme c'est souvent le cas, la tragédie est tombée dans l'oubli. Les gros titres ont disparu. L'aide extérieure s'est raréfiée. Et les deux villes ont dû reconstruire seules leur vie. De nombreux habitants craignaient que les leçons apprises ne soient oubliées dans le tourbillon du quotidien, jusqu'à ce qu'une nouvelle catastrophe leur rappelle la vulnérabilité de leur communauté. La tornade de 2007 Newton n'a pas été la plus meurtrière, ni la plus importante de l'histoire de la frontière, mais elle a laissé une leçon inoubliable. La force du vent peut anéantir en quelques minutes ce que des générations ont mis des décennies à construire. Et si les communautés ne sont pas préparées, le prix à payer est toujours en vies humaines. Le 24 avril 2007 est resté gravé dans la mémoire de deux villes sœurs unies par le deuil. Piedras Negras et Eagle Pass, séparées par le Rio Grande, ont connu la même tragédie sous le même ciel. En quelques minutes, la tornade a effacé les frontières tracées sur les cartes et rappelé à tous que, face à la nature, il n'y a ni mur, ni frontières nationales. Le vent ne comprend ni les langues, ni les drapeaux, ni les hymnes. Il ne réagit qu'aux lois invisibles de l'atmosphère, aux contrastes de chaleur et de froid, aux courants ascendants et descendants, qui, lorsqu'ils se heurtent, engendrent la fureur. Et cette fureur s'abat également sur chacun, quel que soit le côté du fleuve où l'on vit. Ce qui a été laissé derrière nous a dépassé la destruction matérielle. Il a laissé des cicatrices dans les rues, sur les corps et surtout dans l'âme des communautés. Des familles qui ont perdu des êtres chers, des enfants qui ont appris trop tôt ce que signifiait la peur, des quartiers entiers qui ont compris en une seule nuit la fragilité de leur fondation. Mais il a aussi laissé un témoignage de résilience. La solidarité qui a traversé les frontières, les mains qui se sont mobilisées pour porter secours, les refuges qui ont ouvert sans demander de passeport. La réflexion qui se dégage de cette tragédie est claire. Aucune communauté n'est totalement à l'abri. La préparation sauve des vies, des abris sûrs, des systèmes d'alerte fiables, une éducation préventive dans les écoles et les familles. Tout cela peut faire la différence entre la vie et la mort. La tornade de 2007 a clairement démontré ce qui arrive lorsque ces mesures font défaut. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous nous souvenons que 3 vies ont été perdues à Piedras Negras et 7 à Eagle Pass. 10 personnes au total ne sont pas rentrées chez elles cette nuit-là. 10 absences qui nous rappellent que chaque numéro est un visage, une histoire, un vide impossible à combler. En leur mémoire, notre engagement ne consiste pas à oublier, mais à prévenir, car la nature mettra à nouveau nos défenses à rude épreuve. Et ce jour-là, il ne nous restera que ce que nous avons appris. Le vent ne connaît pas de frontières, mais nous pouvons comprendre que l'unité, la préparation et l'empathie
sont les seules armes capables de résister à sa fureur. Si cette histoire vous a autant bouleversé que nous, abonnez-vous à la chaîne Tornade Extrême. Nous poursuivons ici notre exploration des phénomènes naturels les plus choquants, car les connaître est la meilleure façon de se préparer. N'oubliez pas d'aimer et de partager ce documentaire, et rejoignez-nous pour notre prochain voyage au cœur de la tempête.